Avant de vous décrire tous les mauvais goûts, je vais commencer par une rapide présentation sur la dégustation, comment on déguste et quels sont les différents facteurs que l'on va pouvoir obtenir lors d'une dégustation de bière. La dégustation, c'est à la fois une expérience intellectuelle, sensorielle avant tout. Vous allez avoir différents facteurs qui vont pouvoir influencer cette dégustation, l'environnement dans lequel vous allez déguster, le moment de la journée, peut-être les personnes également qui vont déguster avec vous, les prédispositions, est-ce que vous avez bu un café juste avant, est-ce que vous vous lavez les dents, est-ce que vous êtes malade, voilà, toutes ces choses-là peuvent également influencer sur la dégustation. Et le matériel utilisé, c'est-à-dire plutôt le verre que vous allez utiliser. La dégustation, elle va vous permettre de détecter à la fois le goût, ça ce sera sur la langue, on le verra juste après, mais également des odeurs par voie directe par le nez et également les arômes par ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Vous avez un peu plus de 1000 récepteurs sur la langue et plusieurs dizaines de milliers, voire millions de récepteurs au niveau olfactif. Juste pour ne pas faire de faute lorsqu'on emploie des termes, distinction entre saveur et arôme. Les saveurs, vous allez les percevoir sur la langue. Les arômes, ce qu'on appelle odeur ou arôme, vont être perçus par le nez ou par rétro-olfaction, comme vous l'avez ici schématisé sur la petite photo en haut. La voie directe, donc lorsque vous allez sentir votre bière, vous allez pouvoir détecter les odeurs. Et la rétro-olfaction, donc ce sont les petites flèches violettes, ça passe par l'arrière du nez. C'est ce qu'on appelle donc la rétro-olfaction qui vous permettra de pouvoir repérer tous les arômes que vous avez, surtout au moment de la dégustation, au moment du gustatif, lorsque vous allez avoir la bière en bouche. Bien sûr, cette voie directe et voie indirecte vont également être influencées par l'air que vous allez également insuffler pendant la dégustation, par la volatilité pardon, de la molécule, également la concentration des molécules, la température aussi du produit, là en l'occurrence de la bière que vous allez déguster, pourra également influencer sur la perception des arômes. Et enfin, donc, le nez, c'était pour les odeurs, les arômes, et la langue, elle, vous permettra de percevoir les saveurs, qui sont au nombre de 4, l'amertume, l'acidité, le salé et le sucré. Alors, le petit schéma sur la droite vous présente les zones qui vont être peut-être un petit peu plus sensibles à chacune des saveurs. Toute la langue va détecter les 4 saveurs, mais vous avez des zones un petit peu plus sensibles. Donc le sucré se fera plutôt sur la pointe de la langue, l'amertume sur le fond de la langue, l'acidité sur le milieu de la langue et la perception salée, voire saline, plutôt sur les flancs de la langue. Donc grâce à comme on l'a vu juste avant, hein, aux 1000 récepteurs environ que l'on a sur les papilles que l'on a sur la langue. Ces papilles vont nous aider à détecter uniquement les saveurs et tout ce qui va être perception aromatique, donc agréable, mais également les faux goûts, vont pouvoir être détectés à l'aide du nez et de la rétro-olfaction. Lorsqu'on parle de dégustation et de perception, on a souvent ce terme qui va être utilisé, seuil. Alors, il existe différents seuils dans la dégustation. On a tout d'abord le seuil de perception. Cette valeur, c'est la quantité minimale de la matière pouvant stimuler nos sens. Cette valeur, elle va être arrêtée lorsque 50% de l'auditoire aura mis en évidence cette perception, en tout cas, aura été stimulé par cette perception. Le seuil d'identification ou le seuil de détection, c'est peut-être le terme qui est plus couramment utilisé, c'est cette fois-ci, vous avez détecté cette saveur, enfin cette saveur ou cet arôme, et en plus, vous arrivez à mettre le nom dessus. Donc chaque molécule aura un seuil d'identification, un seuil de détection qui lui sera propre. Seuil de détection des nuances, donc c'est la capacité d'identification de plusieurs flaveurs qui vont être plus ou moins intenses avec différents seuils. Et le dernier, le seuil de saturation, lorsque l'on va continuer à augmenter de plus en plus la part d'un arôme, par exemple, vous arrivez à un seuil où on aura beau continuer à augmenter la concentration de cette substance, vous ne la sentirez pas plus. Donc ça, c'est le seuil de saturation. Les flaveurs de la bière, donc flaveur, c'est ce qui va vraiment englober les saveurs et les arômes.
Donc la bière est un produit quand même assez complexe, hein. Vous avez plus de 850 composés identifiés à l'heure actuelle qui contribuent à la fois au goût de la bière, mais également à ses arômes. Ce qu'on va appeler flaveurs primaires, qui vont être principalement des saveurs. Donc ce sera l'amertume liée principalement au houblon, la note, l'éthanol, hein, donc la note alcoolique, ce côté un petit peu qui va chauffer aussi bien dans les narines, également en bouche, qui va chauffer et parfois même assécher lorsque l'alcool sera trop présent, et l'effervescence apportée par la carbonatation. Les flaveurs qu'on appelle secondaires, ce seront les sucres, ou en tout cas la rondeur, sucre que ce soit fermenté cible ou non, la rondeur que vous allez percevoir en bouche dans votre bière. Toute cette famille de composés aromatiques qu'on appelle les esters, hein, qui sont principalement représentés par des arômes de fruités. Alcool supérieur également, où on retrouve des fruits, mais également d'autres molécules aromatiques. Le DMS, donc là pour le coup, ça y est, on est dans les faux goûts, je le détaille un petit peu plus loin. Les acides gras, les acides et tous les autres acides qu'on appelle acides organiques que vous allez pouvoir trouver dans votre bière. Et enfin, les flaveurs tertiaires. Un grand nombre des flaveurs tertiaires sont des mauvais goûts, hein. Le goût un peu papier, phénolé qui peut être désiré ou non, on le verra tout à l'heure, un goût métallique ou le goût de lumière que je vous détaille juste ensuite. Ces flaveurs, d'où elles peuvent provenir, parce que vous voyez que la palette est quand même assez large. Elles peuvent provenir des matières premières, hein, du malt, du houblon, de la levure, mais également des conditions dans lesquelles vous allez travailler, conditions à la fois d'hygiène, mais également par exemple pour la fermentation, la conduite de cette fermentation liée à la température de la fermentation, à la souche de levure et à la quantité de levure que vous allez utiliser. Si vous êtes ou non en refermentation en bouteille, si vous allez utiliser des épices par exemple, ou ça on est encore sur une autre catégorie, des arômes dans votre bière. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse palette de provenance des flaveurs. Voilà pourquoi vous pouvez avoir de nombreux faux goûts qui pourraient se développer. Bon, je pense que c'est loin d'être largement le cas, hein, le développement de ces faux goûts, mais au moins que vous ayez aujourd'hui connaissance des principaux faux goûts, hein. Je ne les ai pas tous listés puisqu'il y en a quand même énormément. On va balayer ensuite les principaux faux goûts. Et si malheureusement un jour vous le détectez dans une de vos bières, pouvoir peut-être encore réagir. Vous allez voir que ces faux goûts peuvent être, s'ils sont pris à temps, réversibles ou essayer en tout cas de corriger votre process ou votre façon de faire pour éviter de les avoir à nouveau. Petite route, de toute façon, route que vous connaissez certainement. Pour ceux qui voudront la présentation, hein, je vous laisserai, je ne vais pas vous balayer là toutes les différentes flavors qu'on peut avoir en bouche ou au nez. Je vous laisserai le soin de la parcourir par vous-même. L'origine des faux goûts, j'ai déjà commencé à en parler juste un petit peu avant. Donc, peut venir des matières premières, on va le voir juste ensuite, du brassage et plutôt des étapes et du process de brassage que vous allez mettre en place, de la conduite de votre fermentation, du conditionnement, des conditions de stockage également, mais pourront être liées aussi au service de la bière une fois que vous l'avez mise en bouteille ou que vous la mettez en fût. Au brassage, première origine de certains faux goûts. Donc le faux goût dont on va parler en premier, c'est ce goût un peu de papier, de carton mouillé qu'on peut retrouver. Celui-ci, il est dû à la conversion des matières grasses, hein. Vous avez un peu plus de 3% de lipides naturellement présents dans le malt et moins de 5% de ces 3% vont être extraits durant le brassage. Alors, ils ont à la fois des effets bénéfiques, mais également des effets négatifs, ces lipides. L'effet bénéfique, c'est qu'ils vont être intéressants pour la levure. Ça va augmenter sa viabilité, sa résistance à l'éthanol et sa performance de fermentation, mais également il y aura un effet sur la mousse qui va être plutôt négatif et une instabilité organoleptique puisque le faux goût associé va être cet arôme de papier carton. Donc vous le voyez sur le petit schéma juste à côté. En gros, voilà, donc vous avez une conversion des lipides qui vont être convertis dans ce qu'on appelle des LOX, LOX1 et LOX2, l'hypoxygénase, et ce sont ces LOX au contact de l'oxygène qui vont être oxydés et donner cette molécule, donc le trans-2-nonénal, qui va être responsable du goût de carton.
On le voit que ces LOX, donc la lipase et la lipoxygénase, elles vont être surtout très actives aux environs des 50 degrés. Voilà pourquoi, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, voilà pourquoi souvent le premier palier qu'on appelle le palier protéolytique qui est fait au brassage aux alentours des 45-50 degrés peut être shunté pour passer directement soit en monopalier aux alentours de 62 degrés, soit sur un multipalier tout en démarrant à 60 degrés pour justement sauter ce palier des 50 degrés et éviter au maximum la formation de ces LOX et ce goût de papier carton qui sera associé. Si vous êtes en monopalier, de toute façon, la question ne se pose pas. Vous êtes pas, vous passez pas par ce 50 degrés. Si vous êtes en multipalier et que vous avez déjà perçu ce côté papier carton, pourquoi pas revoir un petit peu votre température au premier palier, pourquoi pas. Deuxième faux goût qui va être présent, qui peut commencer à être présent au brassage, mais qui va pouvoir être ensuite présent tout au long du process jusqu'à la mise en bouteille, c'est le phénomène d'oxydation. Ce phénomène, ça peut être une réaction enzymatique ou chimique. Ça peut venir de plusieurs endroits. Sur les matières premières, l'oxydation peut venir directement de votre malt, hein. Vous avez des activités enzymatiques naturellement présentes dans vos maltes. Donc celles-ci, elles vont être définies en fonction de la technique de maltage utilisée en amont. Vous avez des maltes avec des fortes activités pro-oxydantes et des maltes avec une activité pro-oxydante un peu inférieure. Ça va, voilà, ça va jouer ensuite sur le taux d'oxygène dissous que vous allez ensuite avoir pendant le brassage et sur le reste de votre process. Se rajoute à ça la maîtrise qui peut être mauvaise, hein, de l'entrée d'oxygène sur votre installation. Si vous ne contrôlez pas bien l'apport d'oxygène tout au long du brassage, mais tout au long du process, vous allez malheureusement vous risquer en tout cas d'avoir des oxydations prématurées. Les effets négatifs de ces oxydations, alors c'est un des défauts qu'on va pouvoir aussi, quasiment des seuls défauts, l'oxydation qu'on va pouvoir observer. Vous avez la couleur de votre bière qui va tirer vers un côté orangé tuilé un peu prématuré. Cette couleur, votre bière, elle l'obtiendra naturellement avec le contact avec l'oxygène petit à petit. Mais si votre bière est déjà trop soumise à l'oxydation, notamment au moment du brassage, vous allez obtenir cette couleur orangée trop précocement. C'est le seul défaut qu'on va pouvoir observer. Les autres défauts, ce sera plutôt détectable au nez ou après au niveau de la bouche, au niveau du gustatif. Donc les différents effets négatifs de l'oxydation, cette couleur qui va évoluer un peu plus vite vers l'orangé, la stabilité organoleptique, hein, qui va être perturbée, et cette oxydation va forcément réduire la durée de vie de votre bière et fait perdre sa fraîcheur, entre guillemets, sa bière un petit peu plus précocement. Les faux goûts associés à l'oxydation, ce sera ce goût un petit peu pomme-blette, cidreux, de xérès, de madérisé, de noix également. Alors comment essayer de la limiter ou de l'éviter au maximum? C'est contrôler l'entrée de l'oxygène aux différentes étapes de votre process et également et surtout lors de l'embouteillage, hein, où on peut avoir une grosse prise d'oxygène à ce moment-là. Vous pouvez également utiliser des antioxydants comme les sulfites. Alors après, il y a un niveau à ne pas dépasser pour ne pas l'étiqueter sur votre produit fini. Modifier un petit peu votre process de brassage pour éviter au maximum le contact avec l'oxygène et revoir peut-être des fois repenser un petit peu sa salle à brasser pour minimiser cette entrée d'oxygène. Alors, l'oxygène, je fais juste un petit focus dessus, c'est souvent un ennemi de votre mou ou de votre bière, mais cela dit, vous en avez quand même besoin. Au moment de la fermentation, la levure a besoin d'oxygène pour pouvoir se multiplier et pour pouvoir être bien présente dans le milieu, bien coloniser le milieu. Donc c'est souvent un ennemi, sauf au moment où vous allez refroidir votre bière en l'emmenant dans votre tank de fermentation. Là, vous avez besoin d'oxygène pour que la levure ensuite puisse bien travailler. Au moment de l'ébullition et au moment du refroidissement, vous pouvez avoir une production, enfin vous avez une production de DMS, le diméthylsulfure. Alors l'odeur caractéristique du DMS,
l'odeur que vous avez quand vous ouvrez une boîte de maïs, hein, ce côté aussi un peu légumes cuits. Donc c'est pas trop agréable. Vous avez naturellement du DMS qui va être produit pendant la cuisson de votre mou. En fait, vous avez un produit, donc la SMM, la sulfone de diméthyle, qui va être réduite lors de la cuisson. Cette SMM, elle est produite pendant le maltage, donc vous l'avez naturellement hein, dans votre malt et donc dans votre mou. Plus vous allez utiliser de malt tourraillé ou chauffé, moins vous aurez de cette S2M, donc moins vous aurez de DMS. Le DMS va être principalement retrouvé dans des bières lorsque vous utilisez en amont des maltes plutôt clairs. D'accord? Le DMS a la capacité de disparaître avec la vapeur. Voilà pourquoi, à l'ébullition, il est recommandé de laisser un petit peu votre cuve entrouverte pour permettre l'évaporation de ce DMS. Le refroidissement va être important aussi, et surtout la vitesse de refroidissement. Plus vous allez refroidir vite votre mou, moins le DMS va se dissoudre dans le mou. Plus vous allez mettre de temps à refroidir votre mou avant le passage en fermentation, plus le DMS va se dissoudre dans le mou et va être présent dans votre bière. Sur le petit schéma, on voit aussi qu'il y a une sorte de boucle sur la fin. La levure va pouvoir aussi réduire ce DMSO qui se sera formé à la suite de l'ébullition pour réduire. Vous allez avoir une sorte de boucle. La levure va l'utiliser et va réduire petit à petit la dose de DMS dans votre bière. Voilà pourquoi dans la plupart du temps, dans la plupart des bières, vous n'avez pas du tout cet arôme puisque l'ébullition aura été bien menée, le refroidissement rapide et la levure ensuite fait bien son travail. Voilà pourquoi aussi hein, il faut une fermentation qui soit non plus pas trop écourtée pour que la levure ait le temps de pouvoir dégrader cela. Le pH aussi va avoir une influence sur la formation du DMS. De manière générale, alors on le voit sur le petit graphique à côté, le DMS, on va le retrouver plus facilement dans les lagers que dans les ales, hein, vous le voyez, à plus faible température, là par exemple à 8 degrés, la production de DMS va être plus importante. Voilà pourquoi on a un peu plus de DMS souvent dans les lagers. Pendant la fermentation, autre faux goût que vous connaissez certainement de nom, hein, le diacétyl, qui a comme arôme caractéristique plutôt un arôme de beurre, un côté un petit peu rance. Hein. Il fait partie de la famille qu'on appelle les dicétones vicinales. Pour rentrer un petit peu dans le détail, donc sur le haut, en haut à droite de la slide, vous avez un petit schéma. J'ai juste pris une petite partie de la formule de la fermentation. La fermentation, simplement, c'est des sucres qui vont être transformés en alcool. Pendant cette transformation, vous avez des sous-produits qui vont être formés. La première étape de la fermentation alcoolique, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Le glucose va d'abord être transformé en ce produit qu'on appelle le pyruvate, et c'est seulement ensuite que vous aurez la transformation en alcool. Ce pyruvate, il va pouvoir être également dégradé en diacétyl, vous le voyez, et apporter cette note beurrée sur votre bière. Le diacétyl va pouvoir être éliminé aussi petit à petit grâce au temps de garde. Donc le temps de garde est assez important également pour réduire ce diacétyl. Ce qu'on va conseiller, hein, c'est lorsque vous avez une fermentation haute, donc entre 15 et 20 degrés. Cette fermentation, généralement, elle se fait dans les 3 jours. Bah, la garde ensuite va aider à réduire tout doucement ce diacétyl. Et lorsque vous êtes sur une fermentation basse, le diacétyl il va se former uniquement lors de la remontée en température. Donc, laissez remonter en température un petit peu avant la fin de la fermentation, lorsque vous avez encore suffisamment de levure, puisque la levure va être capable de le désagréger à nouveau.
Au niveau chimique, c'est tout simplement l'acétolactate qui va être dégradé en diacétyl. Il existe également des enzymes qui vous évitent le passage par le diacétyl et qui vont vous éviter ce goût de beurre. À nouveau, si vous maîtrisez bien les paramètres de votre fermentation, que ce soit température, le pH, ce goût de beurre, il sera rarement présent. On le voit hein, sur les deux petits graphiques que vous avez, donc sur une fermentation haute là, à 20 degrés, vous passez par un pic de production, mais ensuite vous retombez très bas au niveau de la concentration du diacétyl, et donc vous ne le percevez même pas dans votre bière finie. Plus vous allez baisser en température, plus vous allez aller vers un style de lager, plus le diacétyl risque d'être présent. Et au-delà de ça, le diacétyl n'est pas forcément qualifié de négatif sur tous les styles de bière, puisque dans certaines lagers, ça permet également d'amener un peu de matière à la bière. Mais lorsqu'il va être trop marqué, ce sera considéré comme un faux goût. Le seuil, on parlait tout à l'heure, hein, le seuil de perception du diacétyl, c'est 0,15 mg par litre. Seuil de perception, donc perception, je vous rappelle, c'est vous êtes capable d'identifier que vous avez un arôme et de le reconnaître. Les autres déviances que l'on pourrait avoir en fermentation, si vous remarquez que vous avez une fermentation qui est un peu languissante, ça prend du temps, ça patine un peu en finale, ça peut venir d'une carence en azote dans le mou. Vous avez de l'azote assimilable hein, qui va être assimilé par votre levure. Elle en a besoin pour fermenter. Si jamais vous avez une carence en azote, vos levures peut justement ne pas avoir suffisamment d'azote pour fermenter jusqu'au bout et pour dégrader tout le sucre en alcool. Le risque, c'est que si votre levure sélectionnée pour la fermentation a un petit peu plus de mal, commence à patauger, ça peut laisser place à l'implantation d'autres micro-organismes, d'autres souches de levure par exemple, ou des bactéries. Si vous faites une purge des lits grossière trop tardif ou des soutirages trop tardifs, vous pouvez avoir les lits hein, qui vont relarguer des arômes négatifs qui ne seront pas forcément agréables. Donc il est important hein, de purger assez régulièrement vos lits et surtout les lits les plus grossières. Autre problème que l'on peut rencontrer, c'est ce qu'on va appeler de la réduction. Ça, vous avez peut-être déjà senti pendant la fermentation. Votre cuve, tout d'un coup, elle sent pas bon du tout. Il y a un peu une odeur d'œuf pourri, de chou. Alors ça, c'est un défaut qui est réversible. Je vous en parlais tout à l'heure quand on parlait d'oxydation. Je vous disais que l'oxygène était souvent un ennemi, sauf pour la fermentation, en tout cas au démarrage de la fermentation. La levure a besoin d'oxygène pour se multiplier. Si votre levure n'a pas assez d'oxygène, elle va se mettre en défense et elle va plutôt produire des composés qu'on appelle réducteurs, type œuf pourri ou une odeur un petit peu de chou. Donc là, la chose à faire lorsque vous sentez cette odeur sur votre cuve, c'est d'intervenir tout de suite en faisant un petit circuit fermé sur votre cuve pour apporter de l'oxygène. C'est réversible si vous le traitez vite. Si vous attendez trop longtemps, ça restera dans votre bière malheureusement. Si vous levurez de façon insuffisante ou si vous avez une mauvaise gestion pour ceux qui réutilisent la levure, vous risquez à nouveau hein, d'avoir une fermentation incomplète et à nouveau de laisser place à d'autres souches de levure. Donc alors, ça peut être de temps en temps ce qu'on va appeler des Brettanomyces. Alors elles sont sélectionnées dans certains cas, elles sont volontaires. Dans d'autres cas, elles ne le sont pas. Et ces Brettanomyces, elles vont produire des composés phénolés. Et vous allez retrouver un côté très animal, un peu ce côté écurie dans votre bière. Alors certains brasseurs les recherchent, ces levures, et vont même les inoculer volontairement. D'autres ne les recherchent pas et se retrouvent avec ce côté animal et ces composés phénolés indésirables. Et les autres micro-organismes qui peuvent contaminer votre bière, hein, vous les connaissez bien malheureusement, ce sera les bactéries lactiques ou les bactéries acétiques qui vont apporter ce côté vinaigre, qui peuvent apporter ce côté vinaigre à votre bière et ce côté aigre, lacté, apporté par les bactéries lactiques. Donc le tout, c'est de bien maîtriser sa fermentation, de lancer vos levures très rapidement pour qu'elles occupent bien le milieu et surtout d'avoir également une hygiène irréprochable, bien entendu. Oups, pardon, il me reste une slide avant. Les autres mauvais goûts,
Présence de chlorophénol, alors c'est l'odeur qu'on qualifie un peu l'odeur médicamenteuse. Ça peut venir hein, dans votre eau de brassage ou d'un mauvais rinçage de composés chlorés quand vous utilisez un alcalin chloré pour votre nettoyage, enfin pour votre nettoyage des infections, pardon. Donc on peut, en cas de mauvais rinçage ou de votre eau de brassage de trop de chlorure, avoir cette odeur de médicament. À vous hein, de demander de toute façon l'analyse de votre eau du réseau à votre mairie pour pouvoir corriger ou pour pouvoir déminéraliser votre eau et ensuite bien la corriger avec les minéraux essentiels au bon développement de la levure. Là, une astringence, une amertume qui peut venir des tanins du malt. Si vous rincez vos drèches avec une eau trop chaude, vous allez extraire ces tanins qui vont être plutôt négatifs, qui vont apporter une amertume plutôt négative et une astringence trop prononcée. La présence de métaux, comme le fer et le cuivre, dans votre eau de brassage, qui peuvent à terme modifier la couleur de votre bière et influencer très négativement sur votre levure, une dégénérescence de votre levure ou une intoxication pardon, de celle-ci par ces métaux, et qui rendrait ensuite la fermentation difficile. Trop de fer également pourra apporter, diminuer l'amertume de votre bière, pourra impacter aussi son moelleux. Et le cuivre, si vous en avez trop, ça agit également comme un catalyseur et va intoxiquer votre levure. Si vous êtes supérieur à 1 mg par litre de cuivre, il faut agir sur cette quantité et la corriger sur votre eau. Bien sûr, vous pouvez avoir également des contaminations bactériennes par une mauvaise hygiène, hein, donc les plus connues, j'en parlais juste avant, les bactéries acétiques ou les bactéries lactiques. Malheureusement, pour certains d'entre vous, vous les connaissez déjà, donc je ne vous apprends rien en vous disant que l'hygiène est irréprochable. Et autre mauvais goût dont on entend parler, c'est aussi le goût de lumière ou le goût de soleil qui va être dû à la riboflavine, qui est la vitamine B2. Pendant la fermentation alcoolique, vous avez la moitié de cette vitamine qui va être utilisée par la levure et il en restera un petit peu dans votre bière, hein, ça provient de la matière première directement. Et après, si vous laissez trop longtemps votre bière ou vos bouteilles à la lumière, à une longueur d'onde comprise entre 400 et 550, vous pouvez avoir ce goût de lumière qui va se développer. Alors le goût de lumière, c'est plutôt caractérisé par un goût de mouflette, hein, donc c'est vraiment pas agréable. Voilà pourquoi souvent, pour pas dire tout le temps, vos bouteilles sont en verre coloré, justement pour éviter le passage de certains rayons et éviter ce goût de lumière. Voilà pour les principaux mauvais goûts que vous pourriez retrouver dans votre bière. À nouveau, si vous avez un process qui est bien encadré, si vous maîtrisez le brassage, la fermentation, aussi bien dans les temps que dans le pH, généralement, vous n'aurez aucun souci et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais rencontré ces mauvais goûts. Ça peut arriver. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment il pouvait se développer dans votre bière et surtout vous aura aidé à les éliminer si malheureusement vous les retrouvez dans votre bière. Je vous remercie en tout cas.